Un pan de l'histoire de France. Un pan traité par l'État français comme l'histoire des peuples noirs est traitée. Un pan que l'État a décidé de frapper d'oubli. En août 1791, les Africains se libèrent de l'esclavage à Saint-Domingue, territoire de la future Haïti. En France, c'est la Révolution, laquelle va durer de 1789 à 1795. Et j'ai choisi de revenir sur deux épisodes qui se passent en France et qui vont nous aider à contextualiser notre propre histoire. Nous savons que ces combattants africains de la liberté, qui sont en lutte contre l'esclavage, sont dans un autre paradigme qui est celui du tout monde c'est moun, c'est-à-dire tout être humain est un être humain, toute vie vaut une vie, qui est le paradigme de la charte du Mandé, le paradigme du Bukongo, le paradigme de l'Ubuntu. Mais ce que nous devons comprendre, c'est le paradigme dans lequel se situent leurs agresseurs, c'est-à-dire ceux qui ont conceptualisé et qui maintiennent le système colonial, le système concentrationnaire de la plantation esclavagiste. Alors pour le découvrir, j'ai choisi d'examiner deux événements comme point d'entrée. Et je vais commencer par ce qui se passe dans la région de Nantes en 1793-94. Ensuite, je vais m'intéresser au massacre qui avait eu lieu le 17 juillet 1791 à Paris. Alors à Nantes, concrètement, les paysans entrent en guérilla. Ils entrent en guérilla parce qu'ils refusent d'être enrôlés pour aller mener des guerres vers les frontières de l'Est de la France. Il y a un décret qui est paru le 13 février 1793. Et ces gens qui ne parlent pas français, qui l'Est de la France c'est un autre monde et qui ont des familles en charge, bah, ils n'envisagent pas une seconde d'abandonner leur champ et leur travail pour partir dans une guerre lointaine. De surcroît, ils ont déjà été échaudés par la Révolution, qui a bien su les utiliser pour opérer divers changements, et notamment pour prendre les biens de l'Église. L'entité morale, Église. Parce qu'il y avait des prêtres très riches, bon bah eux, ils ont des biens, leurs biens leur sont personnels, mais on parle des biens de l'entité morale, Église. Et au final, eux qui espéraient récupérer quelques lopins de terre, bah ils n'en ont pas vu la couleur, et c'est ceux qui avaient de l'argent. Alors peu importe que ce soit des roturiers, des curés ou des nobles, ceux qui avaient de l'argent, qui ont mis la main sur les biens de l'Église. Et les petits paysans et les journaliers, bah, qui n'ont pas d'argent, bon, bah, n'ont rien retiré de tout ça. Donc cette fois-là, ils refusent de suivre les ordres et ils refusent l'enrôlement. Va alors s'abattre sur eux une répression hors norme qui a retenu mon attention parce qu'elle a la particularité de prétendre intégrer la modernité. Je veux dire par là la technicité, quoi, qui est caractéristique de la modernité. Or, il se trouve que c'est la région de Nantes qui va être prise comme en quelque sorte la zone expérimentale. Pour les concepteurs, il va falloir premièrement passer un niveau supérieur de tuerie de masse, passer un niveau supérieur de gestion de cadavres et savoir rentabiliser au mieux tout ça. Alors concernant les consignes qui vont être données aux exécutants, elles sont au final d'extirper la rébellion et l'idée même de rébellion, en exterminant, je cite, cette race rebelle, dont les femmes en âge de se reproduire et les enfants, de ne faire aucun prisonnier et au final de débaptiser la Vendée pour en éradiquer jusqu'au souvenir. Il faut dire que le contexte en mars 1793, c'est que les 2 tiers de la France sont en insurrection contre le pouvoir central et que si les forces étrangères et à l'ouest, notamment anglaises, débarquent, c'est la révolution elle-même qui peut être mise en péril. Le défi est donc de tuer des centaines de milliers de personnes, et en particulier des civils,
donc hors d'un champ de bataille. Hein. En 1794, on n'est plus dans une confrontation d'armées. Et d'exterminer ces gens en un temps record, ce qui appelle une évolution des méthodes. De la même façon, on a substitué à la décapitation au sabre la guillotine, mais la préoccupation est de passer à un niveau technique supérieur. Nous sommes véritablement au siècle des encyclopédistes, dans l'esprit des Lumières, dans la marche pour toujours plus de rationalité et d'efficacité. Et de toute façon, les méthodes de tuerie traditionnelles sont insuffisantes, nommément la guillotine, qui est beaucoup trop lente pour atteindre les objectifs chiffrés qui ont été fixés. Second point, cela a un coût et pour employer les termes d'aujourd'hui, un business plan doit être attaché à l'opération. Une double préoccupation transparaît, à la fois d'économie. On voit tel militaire qui indique qu'il privilégie le fait d'égorger pour économiser les munitions. Et puis, un souci de rentabilisation au-delà du pillage des biens. C'est donc un double challenge parfaitement macabre et éminemment fondateur de cette modernité à laquelle notre génération se trouve confrontée et qui se veut totalement rationnelle et scientifique. Et aussi, c'est un pan d'histoire franco-française qui est traité par l'État français de la même façon qu'il traite notre histoire à nous noirs. C'est-à-dire un pan que l'État a décidé de frapper d'oubli. Cela même, alors qu'il va y avoir le décret du 1er août 1793 et la loi du 1er octobre 1793 pour la gestion de l'anéantissement de la résistance, pour le populicide, c'est comme ça qu'il parle, et pour le remplacement de population, qu'il va y avoir la loi du 7 novembre 1793 pour redécouper le territoire administratif et débaptiser, rebaptiser la Vendée en Vendée, et qu'il va y avoir le plan d'action du général Louis-Marie Turreau, qui est nommé en novembre pour la finalisation. Nous ne sommes donc pas dans quelque chose d'informel ou de non documenté, il s'agit de dépopulationner, c'est le terme employé, une région, et d'effacer son souvenir et d'effacer ensuite la mémoire du crime, quoi. Alors passons maintenant à l'aspect pratique, pour faire court. On va mobiliser des scientifiques pour rationaliser la pratique et relever le défi de cette tuerie de masse d'une ampleur d'exception. Il y a du banal, entre guillemets, donc tout brûler, emporter les vivres, moissonner les champs, affamer les rebelles. Et puis il y a du novateur, du scientifique, tels que les essais d'empoisonnement de masse par gaz pour empoisonner l'air de la contrée. Alors on fait des essais dans les prés où pâturent les moutons. On pense aussi à des empoisonnements par usage d'arsenic, mais au final, l'urgence ne permet pas d'obtenir dans les temps voulus des résultats scientifiques concluants. Néanmoins, dans les localités situées en bordure de fleuve, on va pouvoir dépasser le stade artisanal de l'égorgerie en mettant en œuvre, par exemple, des noyades de masse. Nantes, on nous dit, est au départ remplie de cadavres, que les chiens errants dévorent, ils lapent le sang, etc. Et puis ensuite, on passe à autre chose. On met les gens nus, on récupère leurs effets, leurs bijoux et leur argent, s'il y a lieu. On les fait entrer dans des bateaux, où on les attache par deux. Et puis bon, on les embarque comme ça par centaines, et puis on ouvre des trappes et on les noie. Et on achève de désacraliser la pratique en plaisantant. Exactement, comme le font certains étudiants en médecine jusqu'à aujourd'hui, en jouant avec les cadavres qu'ils doivent disséquer. Et en dénommant le crime, quand on attache les victimes par deux, mariage républicain, et la noyade, déportation verticale. Et relativement alors au business plan qui se développe dans la région, eh bien il y a une activité manufacturière qui se base sur le traitement de produits humains, notamment les tanneries de peau humaine, qui vont fournir un cuir qui sert
entre autres à l'habillement des militaires, et puis les savonneries, les fabrications de savon à partir de graisse humaine. Et pour ce qui est du traitement des restes, on va initier des crémations dans les fours à pain. On comprend donc combien, 10 ans plus tard, les techniques qu'emploie l'armée napoléonienne pour rétablir l'esclavage à Saint-Domingue, donc en 1802, elles s'inscrivent dans la continuité. Claude Ribes écrit sur son site une autre histoire. Il écrit, je cite, « En 1802, inaugurant une technique d'extermination qui allait être banalisée 140 ans plus tard par Hitler, le corps expéditionnaire de Napoléon commença à exterminer les afro-descendants civils de Saint-Domingue, en enfermant des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards dans des cales de bateaux où l'on faisait brûler du soufre. » Et puis Claude Ribes parle des bateaux de Napoléon comme de chambres à gaz flottantes de Saint-Domingue, et il indique, je cite, que les malheureux succombaient dans des souffrances atroces à l'inhalation de dioxyde de soufre, le gaz produit par la combustion, et les cales étaient ensuite vidées par les marins. Voilà. Pour aller vite, on saisit la continuité jusqu'au gazage de masse lors de la guerre 14-18, puis en 1935, le gazage des Éthiopiens, y compris les civils, par Mussolini. Et en fait, ça évoque juste la dératisation ou le gazage des cafards dans les maisons. Bref, l'élimination de ceux qui ont été désignés comme nuisibles. Donc voilà pour mon illustration de ce qui se passe en France, dans la région de Nantes, pendant que les Africains se libèrent de l'esclavage à Saint-Domingue.